Ce que vous allez voir va vous choquer. Une attaque violente, une réponse inattendue et des vérités que personne n'ose dire. Le Mali face à une coalition redoutable. Mais la réalité est bien plus profonde que ce que montrent les médias. Qui est vraiment derrière? Pourquoi maintenant? Et surtout, quelle leçon pour toute l'Afrique? Reste jusqu'à la fin, parce que chaque seconde révèle un détail crucial. Tu risques de changer complètement ta vision de la situation. Si tu veux la vérité sans filtre, like, abonne-toi, commente ton avis maintenant. Mali sort fortifié de cette attaque. Ça, c'est le premier constat que je fais. Mais pour que les gens puissent mieux comprendre les enjeux, permettez-moi de faire un bref historique de la situation que le Mali vit, parce qu'il y a la similitude d'action par rapport à l'attaque. Dans les 2012, 2011-2012, il y a eu une attaque pareille. C'est-à-dire la coalition venue de la Libye après la destruction du pays. On a vu déchaîner une horde de groupes armés au nord Mali, qui a coalisé avec le MNLA à l'époque, et ils ont attaqué. D'abord, la coalition a permis à ces groupes de s'installer, et dans le leadership de contrôler la ville, ces groupes armés terroristes ont pu prendre le dessus sur le MNLA et avaient décidé de descendre sur Bamako, qui avait nécessité l'intervention avec la demande de Diankounda Traoré au Mali pour stopper, l'ancien président Diankounda Traoré, bien sûr, le président de la transition à l'époque, pour stopper les groupes armés qui descendaient sur Bamako avec l'intervention française. À l'époque, la France a intervenu pour stopper ces groupes armés terroristes. Quand vous regardez la coalition qui a attaqué actuellement le Mali, c'est le FLA qui est la mutation du MNLA. Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que les groupes armés, entre griffes Touareg, je ne suis pas d'accord par rapport à cette appellation parce qu'ils se donnent de la légitimité. Il faut préciser que le FLA, c'est le Front de libération de l'Azawad. Le MNLA aussi, c'était le Mouvement national de libération de l'Azawad. Groupes armés entre griffes Touareg, sinon c'est des groupes armés. Donc, cette coalition entre le GENIM et le FLA, c'est la même coalition du MNLA avec les groupes tels que Ansardine, Moudjaou et Al-Qaïda au Maghreb islamique, à l'époque qui avait attaqué le Mali et qui avait conduit à voir des forces internationales s'installer au Mali et qui n'a pas donné de résultats. Il a fallu que le Mali recoure à ses frères du pays de l'AES et d'autres partenaires stratégiques pour pouvoir reconquérir la ville de Kidal qui a subi l'assaut par rapport à ce que nous venons de... Donc, quelle leçon tirer? La leçon, c'est qu'aujourd'hui, les groupes armés terroristes et le FLA, aujourd'hui, on les met tous dans le même sac. Ce sont des groupes armés terroristes. Il n'y a pas d'autre appellation. Utilisent l'argument de l'alliance avec du Mali et de la Fédération de Russie avec d'autres pour revendiquer, pour légitimer son intervention. La première question qu'on se pose, en 2012, est-ce que les forces russes étaient là? Pas du tout. Non. Donc, l'argument selon lequel... Et l'autre aspect aussi que je voulais ajouter, en 2012, est-ce que c'était un pouvoir militaire qui était au pouvoir? Non, ce n'était pas un pouvoir militaire, c'était un pouvoir civil. Donc, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Utiliser l'argument selon lequel c'était un régime militaire, il faut un régime démocratique, il y a des alliances avec la Russie, il faut les faire partir. Ce sont des alibis que les groupes armés terroristes utilisent pour endeuiller nos populations. Je tire une conclusion par rapport à ma première intervention, que le Mali sort fortifié de cette attaque, puisqu'on a eu la chance de participer aux obsèques du général Sadio Mané, aux côtés du peuple malien, excusez-moi Sadio Kamara, tout vraiment, Sadio Kamara, aux côtés du peuple malien, et on a vu un peuple debout. On a vu un peuple debout aux côtés de ses autorités. Et cela permettra, dans le deuxième sujet, d'évoquer aussi l'adhésion de la jeunesse par rapport à la reconquête des territoires de l'AIS. Alors, merci donc pour cette analyse. Amadé Adamassourou, vous avez écrit sur l'AES. La Confédération donc, des États du Sahel attaquée dans sa partie Mali, mais l'ennemi a mordu la poussière, on peut le dire comme ça. Restons donc sur la vaillance des forces armées maliennes qui ont pu donc déjouer un plan de désintégration de la République donc du Mali. Quel commentaire faites-vous de cette actualité? Oui, vous l'avez évoqué, effectivement, dans mon livre sur l'AES, j'avais parlé de trois aspects qui fondent les relations internationales, à savoir la puissance, l'influence et la nuisance. Et j'avais donc indiqué que pour l'AES,
pour que cette entité géopolitique et géostratégique devienne très forte, il faut qu'elle pense également à la question de la nuisance. Voilà, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le parle, qu'on dit cela ainsi, mais nous sommes dans un monde, effectivement, où seuls les carnivores, pour ne pas emprunter les termes d'un président occidental, vont survivre. Alors moi, je vais aussi faire un petit flashback historique pour effectivement essayer de mettre en perspective cette crise au niveau du Sahel, en reprenant mot pour mot les propos du général de Gaulle, qui a clairement signifié que la France ne va jamais lâcher le Sahel. La France ne va jamais lâcher le Sahel parce que le Sahel regorge donc de ressources énormes dont la France a besoin. Et pour cela, ce n'est pas pour rien qu'au moment des indépendances, la question donc de l'Azawad, entre guillemets, n'a pas été véritablement tranchée. On a laissé ça comme une sorte de patate chaude qu'on alimente de temps en temps pour effectivement, entre guillemets, emmerder le pouvoir donc de Bamako, puisque cette question était déjà évoquée dans les années 50 jusqu'à dans les années 60 au moment de l'indépendance du Mali. Également, pour ne pas trop épiloguer sur la question, par rapport à cette attaque, je pense que il n'y a pas très longtemps, on l'a signifié sur nos pages. On a dit qu'actuellement, il y a un complot qui se prépare contre le Mali. Pas seulement contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger international. Et la sortie, l'une des dernières sorties du président nigérien Abdourahmane Tiani a été claire. En fin d'année 2025. Il y a une réunion qui s'est tenue dans un pays de la région où les rôles avaient été distribués, où les équipements avaient été acquis, où les missions, une feuille de route avait été finalement déployée pour cette attaque-là. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons dit que ces gens-là, quand ils vont échouer dans la manipulation, ils vont passer à la manœuvre. C'est cette manœuvre-là, effectivement, qui a consisté, puisqu'il faut nommer les choses, c'est un coup d'État qui était préparé. C'est un coup d'État qui était préparé. Pourquoi cette attaque simultanée? De façon, parle toujours donc de l'arrivée de l'hiver noir. Absolument. Nous sommes déjà, je pense que ce sont les premiers épisodes de cet hiver noir-là. Pourquoi attaquer simultanément plusieurs villes? C'est pour effectivement couper les voies d'approvisionnement, en fait, de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne donc d'appui des forces armées maliennes, pour que cet objectif initial là, qui était de décapiter alors donc le pouvoir au niveau de Bamako puisse être une réalité. Heureusement, Dieu merci, heureusement, on n'a pas pu effectivement, atteindre cet objectif ultime là. Alors ici, encore une fois, il faut rendre hommage au général d'armée, puisqu'il a été élevé au général d'armée à titre posthume, Sadio Camara, pour ce sacrifice suprême, parce que tout le monde savait effectivement que les 5 généraux qui ont fait donc la rectification, à savoir Modibo Kone, Ismaël Ouagé, Malik Diao et Assimi Goïta, bien sûr, Sadio Camara, qui étaient visés parce que si on arrivait effectivement à dégommer ces 5 piliers de la transition donc au niveau du Mali, cela va effectivement faire tache d'huile dans les autres régions. Donc, grosso modo, c'est une tentative qui a échoué, heureusement, parce qu'il y avait quand même plus de 12 000 hommes qui avaient été, n'est-ce pas, mobilisés pour cette attaque. C'est vrai, la question de Kidal continue de faire des gorges chaudes. Est-ce que Kidal est tombé? Je pense que là-dessus, il y a aussi une part de la communication, de la manipulation. Nous avons vu donc un reportage qui a montré donc les forces armées maliennes, bien sûr, à Kidal. Sur le territoire, au niveau de Kidal, il y a également cette question du blocus de Bamako qui avait été chanté par... Il y a même des éditions spéciales qui avaient été organisées pour effectivement... Parce que nous sommes dans un monde de communication. Mais le tournant majeur qu'il faut signaler, c'est par rapport, n'est-ce pas, à ce que moi j'appelle un changement stratégique dans la communication de Africa Corps, qui est maintenant une entité paramilitaire qui dépend directement du ministère de la Défense russe, contrairement au Wagner qui était une structure privée. Aujourd'hui, alors la Russie, à travers Africa Corps, assume sa présence sur le terrain, filme les opérations, parce que au-delà du fait de maîtriser le terrain sécuritaire, il faut aussi maîtriser le récit.
parce que c'est à travers le récit que nous pouvons effectivement manipuler aussi, n'est-ce pas, les populations, faire de la propagande pour dire qu'en réalité, alors les forces maliennes sont en déroute. Cela n'est pas le cas sur le terrain. Donc, c'est un changement stratégique majeur qu'on a observé donc dans ce nouveau dispositif. Et c'est un lieu également de saluer. Alors, donc, la solidarité dont a fait preuve les deux autres pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger, qui ont mené aussi des opérations pendant que les festivités battaient l'air plein au niveau donc de la ville de Bobo. Je pense qu'il y a la SLC, bien sûr. Il y a des activités effectivement qui se menaient sur le terrain. Et j'ai même, dès le premier moment, eu des contacts avec des confrères au niveau donc du Mali qui ont malheureusement confirmé le décès donc du général Sadio Camara. Et nous avons vu cette ferveur populaire, en tout cas l'accueil gigantesque qui a été le sien. Tout ça démontre effectivement sa fidélité au Mali, son engagement aux côtés donc du Mali. Pourquoi Sadio Camara? Parce que vous savez très bien que c'est un officier supérieur qui a été la cheville ouvrière donc de la reprise des relations avec la Russie, même ayant fait sa formation militaire en Russie. Donc sa tête était entre guillemets mise à prix. Et je pense que quand il voulait démotiver les Maliens, le pouvoir malien en éliminant Sadio Camara, c'est le contraire qui a été fait, parce que on a senti, comme l'a dit Evzou, on a senti une résilience, en tout cas que les populations maliennes se sont levées comme un seul homme pour acclamer, saluer l'héritage donc des Camara, un peu comme la situation en Iran, quand on a décapité le pouvoir. C'est là loin d'amener les Iraniens à se désolidariser de leur gouvernement, à se morfondre, à plutôt donc contribuer à forger l'union nationale autour donc des dirigeants. Et c'est comme ça. Donc à quelque chose malheur est bon. C'est une perte que nous déplorons, mais c'est une perte qui aura eu son avantage, parce que elle va contribuer à galvaniser non seulement les troupes au niveau du Mali, mais aussi les deux autres pays donc de l'AES. L'hiver noir, comme vous l'avez dit, nous y sommes de plein pied. Pour terminer, retenons une chose simple. Le Mali reste debout, fort et déterminé face aux menaces. Malgré les attaques, le peuple et les forces armées continuent de se battre avec courage pour défendre la nation. Cette situation nous rappelle que l'unité, la vigilance et la résilience sont essentielles. Si tu veux rester informé et comprendre la vérité sur ce qui se passe, abonne-toi maintenant. N'oublie pas de liker la vidéo, de commenter ton avis et de partager autour de toi. Ensemble, faisons circuler l'information juste et soutenons nos pays. Merci à toi et à très bientôt pour une nouvelle analyse.